Bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, moi, je suis une femme cisgenre, donc je parle en tant qu'alliée et pas en tant que personne concernée. Je vais vous parler de la santé sexuelle chez les personnes transgenres et notamment de l'exploration du rapport aux risques et aux moyens de prévention. Je n'ai pas de conflit d'intérêt spécifique. Et je vais commencer par des définitions, parce que justement, j'imagine qu'au CNGE, tout le monde n'est pas forcément formé à ça. Donc on va commencer par de quoi on parle exactement. Donc le genre, c'est une notion qui est apparue au milieu du XXe siècle pour essayer de distinguer ce qui, dans la division entre les sexes, venait de la construction sociale plus que du biologique et de l'anatomique. Donc c'est un vécu intime qui se manifeste notamment par la façon de s'habiller, de se mouvoir, de parler. C'est décrit depuis très très longtemps, contrairement à ce qui peut être dit en ce moment où c'est tout nouveau. Non, y a des traces dans plein d'endroits du monde depuis la période antique. La transidentité, donc c'est le fait d'être en inadéquation avec le sexe attribué à la naissance. Donc on parle bien d'un homme trans pour une personne qui a été assignée femme à la naissance, mais qui se vit comme homme. Et on parle bien d'une femme trans pour une personne qui a été assignée homme à la naissance. Parcours de transition, je l'ai mis ici pour rappeler qu'ils sont multiples, diverses, pas stéréotypés du tout, donc il ne faut pas partir avec des idées préconçues quand on a une patiente ou un patient en face de nous. Ça va de la transition sociale, avec justement l'expression de genre, comment on s'habille, comment on se coiffe, etc. Ça peut aller à la transition hormonale, médicale, la transition administrative avec le changement de prénom, le changement d'état civil, et parfois à la transition chirurgicale, mais qui n'est pas du tout systématique et qui n'est pas nécessaire pour se vivre en tant que personne trans. Pourquoi ce sujet ? Déjà parce que la population trans est estimée à 1% de la population, donc c'est pas négligeable, on peut tous et toutes en avoir dans nos patientèles. C'est une population qui a été décrite par de multiples études comme vulnérable au risque en santé sexuelle, avec comme marqueur de cette vulnérabilité un taux d'IST plus élevé, des violences sexistes et sexuelles plus fréquentes que dans la population générale, et un suivi gynéco-pelvien qui est fait de façon plus rare. Il y a aussi une demande de la part des soignants et soignantes qui se sentent peu formés. Pour l'instant, c'est peu, on est peu formés dans nos formations initiales, donc on va essayer de faire mieux en formation continue ici. Et voilà, donc moi, pour ça, j'ai réalisé ma thèse, donc, qui est une étude qualitative, descriptive. Entre juin 2021 et juin 2023, j'ai réalisé 13 entretiens auprès de personnes transmasculines et transféminines. Et donc, ces entretiens ont permis de faire émerger plusieurs facteurs. Donc, on va commencer par les facteurs favorisant les risques sexuels. Alors, dans un grand nombre de mes entretiens, des personnes me rapportaient avoir des partenaires multiples. Quelques personnes parlaient de côtoyer le milieu libertin aussi, qui favorise les partenaires multiples au niveau sexuel. Le manque de confiance en soi était aussi quelque chose qui m'a été rapporté de façon fréquente, et c'est aussi décrit dans la littérature que se vivre en tant que personne trans, souvent en début de transition d'autant plus, c'est pas facile, et donc le manque de confiance en soi, ça expose au risque de ne pas arriver à dire non, et donc au risque de subir des rapports non consentis plus fréquemment, ou alors de ne pas réussir à imposer le port du préservatif, et donc à augmenter les risques d'infections sexuellement transmissibles. Et puis, le travail du sexe est aussi quelque chose qui est revenu dans les entretiens. Alors, encore une fois, pas de stéréotype, toutes les personnes trans ne font pas de travail du sexe. Ce travail du sexe, il est notamment retrouvé chez les femmes trans qui viennent d'Amérique latine. C'est une population qui est plus exposée, en tout cas.
Ensuite, les facteurs qui freinent l'utilisation des moyens de prévention. Donc déjà, ce qui est revenu très très souvent, c'est le manque d'information. Le manque d'information qui n'est pas spécifique aux personnes trans. Hein. Je pense qu'il y a plein de patients et de jeunes qui se sentent un peu perdus dans ce manque d'information. Ce manque d'information, il favorise la survenue de fausses croyances chez nos patients et patientes. Alors avec notamment des choses qui sont venues comme les relations monogames font qu'on n'a plus besoin de faire le frottis, ou les relations non pénétratives font qu'on n'a plus besoin de se dépister sur les IST. Voilà, c'était ce genre de fausses croyances que j'ai pu recueillir. Le manque de formation des soignants était aussi pointé du doigt. C'était des choses qui étaient difficiles à vivre en tant que personne trans, de devoir faire de la pédagogie auprès de chaque médecin qu'ils rencontraient, d'expliquer à chaque fois ce que c'est, pourquoi, voilà. Et donc ça pouvait les freiner dans le fait d'aller consulter. Le rapport aux parties génitales qui pouvait être parfois difficile. Dans l'imaginaire commun, les parties génitales, c'est un peu le signe du genre. Donc les personnes avaient tendance à vouloir un peu oublier cette partie-là de leur corps et donc plus faire les suivis au niveau de cette partie-là du corps. Donc tout ça favorisait la crainte des consultations. On peut rajouter aussi les épisodes de transphobie, de violence, de discrimination médicale qui étaient pas si rare. Il y a plusieurs études qui estiment à plus d'une personne trans sur deux qui a subi des discriminations au niveau médical. Donc c'était vraiment un facteur de renoncement aux soins qui était noté. Pour parler de choses un peu plus positives, les facteurs favorisant le bon suivi et une prévention adaptée au niveau de la santé sexuelle, il y avait tout d'abord le lien soigné de qualité. Donc ce qu'a dit Axel, ce qui était demandé, c'était de l'écoute, de l'empathie, le respect du genre de la personne. Jusqu'à là, on est censé savoir faire pour n'importe qui. La PrEP aussi était un facteur de bon suivi parce que ça fait rentrer les patients et patientes dans une routine de suivi où pour avoir l'ordonnance de la PrEP, le renouvellement d'ordonnance, il faut faire les autres dépistages des autres IST. Donc souvent, il et elle étaient mieux suivis au niveau de leur santé sexuelle. Le fait de côtoyer les milieux associatifs aussi était retrouvé comme un facteur de bon suivi, et notamment le fait d'être soi-même militant ou militante dans les associations. Donc là, moi, je me suis concentrée sur les risques, mais c'est important de rappeler que la santé sexuelle, c'est bien plus large que ça. La définition de l'OMS est bien plus large que ça. J'en profite, mais il y a aussi des études qui disent que l'hormonothérapie est un facteur de bonne santé sexuelle, que les personnes se sentent mieux dans leur santé sexuelle une fois qu'elles ont débuté l'hormonothérapie. Sur une vision plus large, ça peut aussi être bien de dépister les impacts de l'hormonothérapie sur la santé sexuelle. On pourra en reparler si vous voulez. Et donc en tant que médecin généraliste, ça rentre dans une prise en charge globale bien plus large. Nous, on peut travailler notre accueil, on peut se faire former par les associations de personnes concernées qui existent dans la majorité des villes de France, qui peuvent faire des formations en présentiel, où il y a plein de brochures en ligne aussi qui permettent d'acquérir des compétences. Et encore une fois, c'est pas très difficile. C'est important de travailler son vocabulaire, le lexique. On ne dit pas le mot transformation, mais bien transition. On abandonne le terme de transsexuel. On ne parle pas de la sexualité. Alors, ma thèse, oui, mais là, on parle de genre. C'est des notions différentes. On peut aussi éviter de parler de préservatif masculin et féminin, dégenrer un peu le préservatif et parler simplement de préservatif externe et interne. C'est quand même assez imagé pour qu'on comprenne de quoi on parle. Alors là, je vous ai fait un petit pêle-mêle pratique. J'espère que vous me poserez des questions dessus pour qu'on puisse y revenir, mais j'ai pas le temps là tout de suite. Et pour conclure, je pense qu'en tant que médecin généraliste, on a une place centrale auprès des personnes trans parce que c'est un public qui a
peur de consulter souvent, donc on est les premiers recours de ces personnes. Ça s'inscrit encore une fois dans une prise en charge psychosociale large. Donc l'idée, c'est de s'informer soi-même. Il n'y a pas énormément d'informations à avoir pour se sentir à l'aise finalement. Et puis ça permet de donner des informations adaptées en bienveillance, comme on est censé le faire avec tout le monde. Voilà, merci pour votre attention. On va pouvoir passer aux questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je reviendrai sur un des premiers mots que tu as dit, les 1% de la population qui s'identifie a priori du coup comme transgenre. Moi, je pratique en milieu semi-rural en Alsace. J'ai eu 1500 patients fil active. J'avoue, je ne pense pas avoir vu 15 patients transgenres. Est-ce que je les ai ratés ? Est-ce que c'est plus des populations qui sont vraiment dans les villes et qu'on voit moins dans les campagnes ? Ou voilà, est-ce qu'il faut que je fasse attention ? Je voulais juste savoir du coup ce 1% d'où est-ce qu'il vient. Alors, il vient d'une revue de littérature internationale, mais il y a plusieurs estimations qui sont cohérentes. Dans d'autres études, on parle plus de 0,3%. Dans d'autres études, on parle plus de 2%. Alors, j'ai mis 1% parce que c'est à peu près au milieu. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que, je ne l'ai pas détaillé, mais dans mes résultats, on trouve aussi que l'accès aux soins pour les personnes trans est plus difficile dans les milieux ruraux, que les associations de personnes concernées sont souvent dans les villes et qu'il y a un certain nombre de personnes trans qui migrent vers les villes pour se sentir, enfin, pour retrouver aussi un esprit de communauté, pour être mieux suivi. Et voilà, donc ça peut être par ce biais-là qu'en ruralité, on rencontre moins de personnes trans, mais je suis persuadée qu'il y en a quand même. Pour faire le pont avec la présentation d'Axel, est-ce que c'était une attente de leur part de répondre à des enjeux de santé sexuelle, ou enfin quand tu as fait ta revue de littérature au début ou je sais pas trop quoi, ou est-ce qu'une fois de plus c'est nous qui projetons que c'est soi-disant une population à risque et en fait c'est pas leurs besoins en santé, leurs attentes? Il y avait un peu des deux. Alors moi, pourquoi j'ai commencé ce sujet-là, c'est parce que quand j'étais interne, j'étais dans un centre de santé sexuelle. Donc c'est pour ça que je me suis saisie de cette question. La littérature dit qu'il y a une vulnérabilité, que les IST sont plus prédominantes. Moi, forcément, c'est un biais aussi, mais dans les personnes que j'ai interrogées, il y avait quand même pas mal de personnes militantes, donc qui se saisissaient de cette question quand même. Il y avait des personnes atteintes de VIH, donc voilà, pour qui c'est une question dans leur vie. Maintenant, en effet, ça ne veut pas dire que la question est majeure dans la vie de toutes les personnes trans. Ça ne veut pas dire qu'on doit arriver avec nos gros sabots sur cette question. Je pense que, comme sur les sujets intimes, en tant que médecin généraliste, on a l'avantage souvent d'avoir un lien un peu plus privilégié, un peu plus de confiance, donc ça nous permet de poser le cadre pour que ce soit ouvert et dire est-ce que vous voulez qu'on parle de ça, mais pas imposer la question de on va parler de ça. Non, c'est je vous tends la perche, est-ce que vous voulez la saisir? Si vous voulez pas, si vous pensez que vous en avez pas besoin, en effet, on passe à autre chose, c'est pas nécessaire. Ça répond à la question. Laïla Janel, je suis médecin généraliste à Saint-Denis, j'accompagne des personnes trans. Est-ce que dans votre expérience, dans votre étude, il y a une différence dans la santé sexuelle des personnes trans en fonction de l'âge à laquelle ils ont transitionné? C'est-à-dire, est-ce que chez des adultes actuellement qui ont transitionné à l'adolescence, est-ce que c'est différent par rapport aux adultes qui ont transitionné passé 18 ans, on va dire? Je réfléchis, mais je crois que je n'avais personne dans les 13 personnes interviewées qui avaient transitionné avant la majorité. Je réfléchis. Il y avait, mais pareil, c'est un biais. J'ai interrogé donc dans un CGID des femmes qui vivaient avec le VIH et qui avaient transitionné dans des pays d'Amérique latine.
Donc c'est plutôt ça le biais, à mon avis, plus que l'âge de la transition. Ouais, je ne saurais pas répondre vraiment à la question. Merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous détailler la super diapo que tu n'as pas pu détailler ? Merci. Alors, du coup, c'est des petits conseils pratico-pratiques si la personne saisit la perche et qu'elle veut parler de santé sexuelle. Donc, pour les femmes trans hormonées qui n'ont pas fait de chirurgie, les hormones font que parfois les érections sont un petit peu moins dures, durent un peu moins longtemps. Et donc parfois les préservatifs externes glissent lors du rapport, sont un peu moins pratiques. Et donc savoir conseiller les préservatifs internes pour le ou la partenaire peut être pertinent pour que le rapport soit pleinement protégé. Pour les hommes trans qui sont hormonés également, il peut y avoir une petite atrophie vaginale, une petite sécheresse vaginale qui est incommodante lors des rapports. Donc ça peut être aussi adapté de savoir leur proposer soit du lubrifiant, soit des œstrogènes locaux pour que la paroi vaginale soit un peu plus détendue lors des rapports. Sur les bons de frottis, donc pareil pour les personnes transmasculines hormonées qui prennent de la testo, savoir écrire sur le bon pour le biologiste qu'il y a un traitement par testo, c'est pertinent aussi parce que la testo peut modifier un petit peu les cellules et peut biaiser un peu le biologiste qui va avoir tendance à dire dysplasie partout, alors qu'en fait non, c'est juste la testo qui fait ça. Pour les hommes transhormonés non opérés, que ce soit dans un désir de grossesse ou pas, quand il y a un doute, privilégier les HCG plasmatiques et pas urinaires, parce que les HCG urinaires peuvent être faussement négatifs. Et enfin, penser à proposer la contraception chez les femmes et chez les hommes hormonés, parce que alors même chez les hommes qui sont en aménorrhée avec la testo ne fait pas office de contraception. Donc même en aménorrhée, il peut y avoir une grossesse. Donc il faut savoir penser à proposer cette contraception. Et même les personnes militantes que j'ai rencontrées, toutes et tous n'étaient pas au fait de ça. Donc il faut aussi savoir transmettre l'info, quoi. Dernière question, s'il vous plaît. Ah oui, à la base, c'était pas une question, mais là, j'en ai une. Je comprends pas la contraception. Quand vous parlez des hommes à qui il faut proposer une contraception, c'est qu'ils n'ont pas eu de chirurgie ? Ouais, c'est ce que je disais, les hommes hormonés, mais qui n'ont pas eu de chirurgie, parce que finalement, ils sont en général majoritaires. En fait, c'était pas une question. Je voulais vous remercier de votre présentation parce que on manque de formation. Enfin, moi, je viens de Lyon. Excusez-moi. Je suis le docteur Anna Boudé-Kellotin et le fait que vous disiez qu'on peut passer par des associations pour se former, voilà, ça me répond à ma question parce c'est tout nouveau. Enfin, moi, ça fait longtemps. J'ai 2-3 patients qui ont changé de sexe et que je me souviens, quelques années, j'ai eu un homme qui était une jeune fille. À 15 ans, elle a commencé à me parler de ça et je ne savais pas où l'orienter. Je savais pas. Elle a fait son chemin toute seule. Il y a Chrysalide à Lyon, qui peut être une asso ressource. Mobilise-nous aussi. D'accord. J'ai des contacts, si vous voulez. Je viens de Lyon aussi. Donc, Ah d'accord, ok, merci. Merci.